En avril 1991, à Greensboro, dans l'État de Caroline du Nord aux États-Unis, un homme marche le long d'un sentier battu. Il cherche un raccourci et il le regrettera toute sa vie. Un peu plus loin, dans les hautes herbes, quelque chose l'arrête. Ce n'est pas un objet, c'est une présence inexplicable. Il s'approche, puis il recule brusquement. Il ne comprend pas immédiatement ce qu'il regarde, puis son cerveau met des mots dessus. Quelques minutes plus tard, une patrouille de police arrive sur place. Les agents échangent des regards courts, professionnels. Ils savent dès le premier coup d'œil que ce n'est pas un simple décès, c'est autre chose. Un message, une signature. Le corps de la jeune femme a été laissé là, comme déposé avec méthode. Rien ne semble la lier à cet endroit. Rien ne permet de comprendre pourquoi cela s'est passé ici. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette scène est la première d'une série. Une chaîne d'événements froids, calculés et dérangeants. Une affaire qui va plonger la ville dans une peur diffuse. Une méfiance inévitable. Ce n'est pas une rencontre accidentelle, c'est un début. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante mais réelle du tueur en série Robert Sylvester Alston. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Le 19 mai 1969, à Greensboro, en Caroline du Nord, aux États-Unis, un enfant voit le jour dans une maison modeste, mais sans chaleur. Il s'appelle Robert Sylvester Alston. Il est le deuxième garçon d'une fratrie de 3. Son père, Jack Alston, est un homme dur, peu bavard, qui passe ses journées dans les champs, occupé à maintenir sa petite ferme familiale à flot. Sa mère, Dorothy, travaille à temps plein dans une usine textile. Elle rentre tard, fatiguée, mais tient la maison d'une main ferme. À l'intérieur des murs de la maison, on parle peu, on ne crie pas, mais on ne sourit pas non plus. La discipline règne. Le jeune Robert apprend très tôt à se fondre dans le décor. Il n'est ni rebelle, ni brillant, juste présent. Sa sœur, Joséphine, qu'on appelle Buffy, prend une place centrale dans la dynamique familiale. Plus extravertie, plus expressive, elle attire l'attention, laissant Robert dans l'ombre. Le troisième enfant, un frère dont le nom n'a jamais été révélé, serait resté distant. Plus tard, quand Robert entre à l'école primaire, rien ne lui résiste vraiment, mais rien ne l'attire non plus. Les enseignants le trouvent poli, mais distant. Il suit les cours, écoute, rend ses devoirs dans les temps. C'est un élève qui ne dérange pas, qui ne brille pas, mais qui ne se fait pas remarquer. Rien de particulier n'est encore à signaler à ce stade. Plus tard, en 1983, Robert, alors âgé de 14 ans, intègre le Grimsey High School à Greensboro. Durant son passage dans cette école, il s'inscrit au programme ROTC, une réserve militaire scolaire qui encadre les jeunes dans une discipline stricte. Levé au drapeau, marche militaire, exercice de rigueur. Pour lui, c'est une structure, une manière d'exister. Il y trouve un cadre qu'il peut suivre sans se poser de questions. Il intègre aussi l'équipe de football junior, puis celle d'athlétisme. Ce n'est pas un sportif d'exception, mais il est là, toujours là, sans faire de vagues. Il est même élu officier de classe en seconde année. Une décision qui surprend certains élèves. Il parle peu, ne fréquente pas grand monde, mais il a cette présence dérangeante qu'on ne peut pas ignorer. Ceux qui le connaissent disent qu'il est doux, calme, solitaire. Certains camarades l'ont décrit comme une présence transparente. Il rêve un temps de devenir électronicien. Il lit des manuels techniques, se passionne pour les schémas et les circuits. C'est peut-être la première fois qu'il veut quelque chose. Mais lorsqu'il en parle à son conseiller d'orientation, la réponse tombe, brutale. Tu n'as pas le niveau en maths. Robert ne dit rien, mais en lui, une chose se fissure. Il le racontera des années plus tard comme un moment déterminant. Une humiliation qui lui reste dans le ventre. Il n'y aura pas de colère,
juste une marque, une preuve supplémentaire qu'il n'a pas sa place. Il termine le lycée sans faire de vagues, diplômé mais sans distinction. À cette période, il n'a pas d'ennemis, pas de vrais amis non plus. Rien ne semble l'attacher à quelqu'un, pas même à cette ville. Alors, lorsqu'il fait ses bagages pour quitter Greensboro, personne ne pose de questions, personne ne le retient, et lui ne se retourne pas. Nous sommes maintenant en 1987. Robert a 18 ans lorsqu'il quitte Greensboro pour la première fois. Il n'a pas de plan bien défini, juste l'envie de s'éloigner d'une ville qui ne lui a rien donné. La destination est floue au départ, mais il finit par s'installer en Géorgie, où il s'inscrit dans un junior collège, un établissement dont le nom n'a jamais été communiqué. Son intention est claire, continuer ses études, chercher une place quelque part. Cette période est courte, instable, presque effacée dans les archives. Plus tard, en 1989, Robert déménage une nouvelle fois et débarque à Wilmington, dans le Delaware. Il y trouve du travail, un petit appartement et une forme d'anonymat qu'il semble apprécier. C'est là qu'il rencontre une jeune femme dont l'identité reste jusqu'à aujourd'hui non publiée. Elle devient sa compagne, puis la mère de leurs 2 enfants. Pour la première fois, Robert Alston s'installe dans une routine familiale. Il ne parlera pas beaucoup de cette période, mais certaines déclarations laissent entrevoir une tension grandissante. Il raconte avoir un jour dit à sa compagne qu'il valait mieux qu'il parte plutôt que de lui faire du mal. Elle ne lui demandera pas plus de précision. Robert fait alors ses valises et disparaît. Il n'a jamais revu ses enfants après avoir quitté l'État. Nous sommes alors au début des années 90. Robert revient à Greensboro, en Caroline du Nord. Il a un peu plus de 20 ans et rien de ce qu'il a vécu ne l'a transformé en apparence. Sa famille l'accueille sans question. Il reprend sa place dans la maison de son enfance, comme s'il n'était jamais parti. Pourtant, dans sa tête, quelque chose a changé. Les regards se font plus lourds, les silences plus chargés. Il ne s'exprime toujours pas, mais les gens autour de lui commencent à sentir une fissure. Pour gagner sa vie, Robert accepte un poste de plongeur au Rock Hola Café, un restaurant local. C'est un travail monotone, mal payé, mais il l'accepte sans se plaindre. Il se déplace dans une Pontiac bleu foncé qui fait un bruit caractéristique. Les résidents le voient parfois passer lentement dans le quartier, mais toujours seul, sans adresser la parole à qui que ce soit. Greensboro a changé en son absence. Le quartier autour de Martin Luther King Jr. Drive est désormais frappé de plein fouet par les trafics en tout genre et la décomposition sociale. Le soir, certains vieux habitants n'osent plus sortir de chez eux. C'est dans ce décor que Robert Alston commence à observer. Il ne parle toujours pas, mais il voit tout. Ce qu'il cherche, lui-même ne pourrait pas le dire avec précision, mais ce qu'il sent grandir en lui est nouveau, une pression, une curiosité, un désir qu'il ne nomme pas encore. Cette impulsion ne naît pas d'un traumatisme ni d'une humiliation récente. Elle n'est pas non plus une réaction à une souffrance visible. C'est autre chose, comme une idée qui s'impose lentement, comme une tache qui s'étend sur un mur immaculé. Robert commence à errer dans les rues de Greensboro, sans objectif clair. Il conduit sa Pontiac bleu foncé à travers les quartiers de la ville. Au fil des nuits, son regard change. Il ne voit plus des corps abandonnés par la société. Il voit des cibles, des faiblesses. Chaque visage rencontré n'est plus qu'une variante d'une idée obsessionnelle qui le ronge. Lorsqu'il observe une femme seule en train de marcher, il n'y a plus de distance, plus de filtre, juste une question muette. Et si ? Au début, ce n'est qu'une pensée, une hypothèse, mais elle revient, chaque jour plus claire, comme une voix qui prend confiance. Robert racontera plus tard avoir entendu quelque chose lui dire « Si tu la prends, tu iras en prison ». Puis une autre voix plus forte « Fais-le quand même ». Ce n'était pas un délire, c'est une conviction qui prend le contrôle. Une part de lui qui s'impose sans avoir à se justifier. La ligne entre le bien et le mal commence à s'éroder. Le premier acte n'est pas planifié, pas pleinement. Il n'a pas de rituel. Ce qu'il a en revanche, c'est cette pression interne qui ne demande qu'à s'évacuer. Un point de rupture est clairement atteint. Il n'y aura pas de marche arrière. À partir de là,
Tout ce qui suivra sera une suite logique de ce moment-là. Une décision prise en silence dans une voiture, un soir d'avril 1991. Et ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Nous sommes maintenant en avril 1991. Une nuit tiède s'abat sur le quartier de Martin Luther King Jr. Drive, à Greensboro. Une nuit comme il y en a des dizaines, où les voitures ralentissent à chaque coin de rue, où certains cherchent une présence, d'autres un peu d'oubli. Ce soir-là, Robert est dans sa Pontiac. Il tourne depuis plus d'1 heure. Pas de musique, pas de destination, juste un rythme lent qui lui permet de regarder. À un croisement, une jeune femme attire son attention. Elle marche seule, la démarche fatiguée, le regard éteint. Son nom est Joanne Robinson. Elle a 23 ans. Son histoire est marquée par la rue, par des choix difficiles, par des dépendances qui la rendent vulnérable. Mais ce soir-là, elle ne se doute de rien. Robert s'arrête à sa hauteur et lui parle. Elle hésite quelques secondes, puis monte dans sa voiture. Pas de violence, pas de conflit, pas encore. Juste un accord tacite, un échange rapide, comme il s'en fait des dizaines dans ce quartier. Mais la direction qu'il prend est différente. Il l'emmène hors des rues éclairées, vers une zone dégarnie, un terrain vague près de 2 blocs résidentiels, loin des regards. Là, une discussion s'engage. Quelque chose ne lui plaît pas dans le ton de Joanne. Elle parle trop fort. Elle insiste. Peut-être demande-t-elle plus d'argent. Peut-être menace-t-elle de le dénoncer. Personne ne sait exactement. Mais pour Robert, c'est l'étincelle. Ce n'est pas une réaction, c'est une révélation. Il se jette alors brusquement sur Joanne et ses mains se serrent autour de sa gorge. L'acte est soudain, mais maîtrisé. À quelques mètres de là, une patrouille de police passe. Leurs phares traversent la nuit sans s'arrêter, au moment même où la vie quitte le corps de Joanne Robinson. Robert ne ressent pas de culpabilité. Il parlera plus tard de ce moment comme d'une clarification, une vérité qui se révèle. Ce qu'il cherchait depuis des semaines, depuis des mois, était là. Cette pression était enfin libérée. Il laisse le corps de Joanne sur place, pas caché, mais pas mis en scène non plus. Le lendemain, Robert vaquera à ses occupations comme si de rien n'était. Après ce premier meurtre, il ne sera pas inquiété, ni même suspecté, et rien dans les journaux locaux ne semble le relier à ce drame. Pour Robert Alston, ce n'est pas seulement un meurtre, c'est une confirmation. Il ne s'est pas fait prendre, il s'est senti maître de chaque geste. Cette nuit-là, une ligne avait été franchie, une fois pour toutes. Dans les semaines qui suivent, Robert ne change rien à son quotidien. Même trajet, même travail, mêmes habitudes. Pour le monde extérieur, il reste ce jeune homme discret qui ne fait pas de vagues. Mais dans sa tête, tout a changé. Une porte intérieure s'est ouverte. Il n'a pas de crainte. Il n'y a aucun regret. Au contraire, un sentiment nouveau grandit chaque jour un peu plus en lui. Un sentiment de contrôle. Pour la première fois depuis longtemps, Robert a l'impression de dominer quelque chose. Ce pouvoir lui donne une sorte de calme, une forme de froideur qui l'isole encore davantage du reste du monde. Mais l'apaisement ne dure pas. Très vite, cette pression revient, plus silencieuse, plus insidieuse. Elle ne pousse pas à la précipitation, mais demande à être assouvie. Alors Robert attend l'occasion, et en octobre 1991, il la trouve. Sharon Martin a 26 ans. Comme beaucoup de femmes qui fréquentent ce quartier, elle traîne des cassures, des dépendances, des trajectoires marginales. Robert l'a vue plusieurs fois avant de lui adresser la parole. Il l'a observée, étudiée, repéré sa routine. Puis un soir, comme la première fois, il s'approche. Sharon hésite, puis monte dans la Pontiac. Il ne parle pas beaucoup. Lui sait déjà où il va. La direction est différente, mais l'intention reste la même. L'endroit est plus éloigné, un bois situé non loin d'une école. Ce qu'il fait à Sharon ce soir-là restera en grande partie inexpliqué. Son corps ne sera jamais retrouvé en entier. Seules quelques parties seront découvertes quelques semaines plus tard. Il y a trop peu d'éléments, aucun témoin. Pour Robert, ce nouvel acte est différent, moins spontané, plus expérimental, comme s'il testait les limites de son propre sang-froid. Et quand il rentre chez lui,
Rien ne laisse deviner ce qu'il vient de faire. Personne ne pose de questions, personne ne fouille. Une fois encore, il a agi dans l'ombre, et l'ombre l'a protégé. À ce stade, 2 femmes ont disparu dans des conditions similaires, à quelques mois d'intervalle, dans le même secteur de Greensboro. Les autorités, pourtant, n'ont pas encore établi de lien. En avril 1991, le corps de Joanne Robinson est retrouvé, mais aucune trace, aucun indice concret ne permet d'identifier un suspect. L'affaire est classée comme homicide non résolu, dans un quartier où les meurtres ne sont pas rares et où la police manque de moyens, mais aussi parfois d'intérêt. Lorsqu'en octobre de la même année, des parties du corps de Sharon Martin sont découvertes dans un sous-bois près d'une école, l'enquête piétine avant même d'avoir commencé. L'identification est difficile. Les restes sont en mauvais état. Aucun témoin n'a été repéré. Aucun lien avec un suspect potentiel n'est établi. Il faut plusieurs semaines pour confirmer qu'il s'agit bien de Sharon. Le lieu de la découverte est trop déconnecté de l'acte lui-même pour donner des pistes concrètes. Et dans les dossiers de la police de Greensboro, il n'existe toujours aucune indication qu'un tueur en série est en train d'agir. Les dossiers sont traités séparément par des enquêteurs différents, avec des méthodes inégales. La priorité reste de gérer l'urgence, les violences au quotidien, les petits trafics, les conflits entre riverains. Dans ce contexte, la mort de femmes vulnérables, déjà connues des services sociaux, n'alerte pas. Pour les familles et des victimes, c'est une double peine. L'absence de réponse, mais aussi l'indifférence totale des autorités. À ce moment de l'enquête, rien ne relie les 2 dossiers. Aucun signal n'est lancé au niveau de l'État. Pas de coordination entre services. C'est précisément dans cette faille que Robert prospère. Lui, il n'a pas besoin de changer de ville. Pas besoin de discrétion particulière. Tant que les victimes ne suscitent pas d'indignation publique, tant que personne ne fait le lien entre les affaires, lui continue. Il évolue dans un espace vide. Un espace sans pression, sans regard. Un territoire où l'absence de réponse renforce sa confiance. Robert comprend très vite que tant qu'il reste dans la même zone, avec les mêmes types de cibles, personne ne viendra l'interrompre. Et bien entendu, il va continuer. Nous sommes maintenant en juillet 1992. La température est écrasante dans les rues de Greensboro. L'humidité y colle aux vêtements. Dans le quartier de Martin Luther King Jr. Drive, rien n'a changé. Les mêmes visages fatigués, les mêmes allers-retours, les mêmes accords murmurés entre 2 voitures. Robert, lui, continue de travailler au Rocola Café. Son comportement n'éveille toujours aucun soupçon. Ceux qui le côtoient parlent d'un collègue discret, poli, ponctuel. Certains le trouvent un peu à l'écart, d'autres l'ignorent complètement. Personne ne devine ce qui se passe en dehors de ses heures de service. Le 18 juillet, en fin de soirée, il croise une nouvelle jeune femme. Son nom est Shameka Warren, 19 ans. Un visage qu'il connaît déjà pour l'avoir vu plusieurs fois dans le secteur. Shameka est fragile, perdue dans une ville qu'il a déjà oubliée. Elle se tient à l'angle d'une rue mal éclairée, l'air las, la démarche instable. L'échange entre eux est court. Assez pour qu'elle accepte de monter à bord de sa Pontiac. Comme toujours, Robert ne parle presque pas. Il conduit en silence vers une zone reculée, non loin de son propre domicile. Cette fois, l'acte est plus radical. Le corps de Shameka Warren sera retrouvé à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où réside Robert. La distance entre lui et la mort s'est réduite. Ce n'est plus un acte caché dans les bois. C'est un geste qui l'amène au seuil de son propre territoire. Il ne cherche plus seulement à éliminer, il semble tester ce que la ville est capable de supporter. Et jusqu'ici, elle ne réagit toujours pas. Pas de lien établi avec les 2 premières affaires, pas de patrouille renforcée, juste une découverte macabre, traitée comme un énième drame dans une ville qui commence à se fermer les yeux par fatigue. Pour Robert, ce nouveau meurtre confirme une chose, il peut frapper plus fort, plus près, plus vite. Nous sommes maintenant en décembre 1993. Les fêtes approchent, mais dans les rues de Greensboro, l'atmosphère reste figée, comme si le temps avait perdu son sens. Le froid est tombé sur la ville, coupant les mouvements, ralentissant les réflexes. C'est dans ce climat glacé que Robert rencontre Lois Williams. Elle a 41 ans.
plus âgé que les précédentes victimes, mais marqué par le même parcours fragile, la même précarité qui la laisse exposée. Ils s'étaient déjà croisés, peut-être même parlé, rien de clair. Mais ce soir-là, l'opportunité est là. La décision est rapide, comme une suite logique. Loïs monte dans la voiture. La Pontiac s'éloigne des lumières urbaines pour se diriger vers le cimetière de Piémont Mémorial. C'est là que Robert frappe. Même méthode, même calme glacial. Aucune trace de panique. Loïs Williams est étouffé. Son corps abandonné parmi les pierres tombales, comme une pièce de plus dans un jeu que lui seul comprend. Mais cette fois, quelque chose change. Ce n'est pas le crime en lui-même, c'est ce qui vient après. Pour la première fois, un écho public se fait entendre. Quelques jours après la découverte du corps, la sœur de Loïs Williams prend la parole à la télévision locale. Elle s'adresse directement au tueur, les yeux fixés sur la caméra. Elle l'interpelle, elle le défie, et sans le savoir, elle le touche. Cette déclaration, courte, dense, laisse une trace chez Robert. Lui qui jusqu'ici se croyait invisible, découvre que ses gestes commencent à provoquer des vagues. Au même moment, certains membres des forces de l'ordre commencent à remarquer des similitudes entre les dossiers. Des femmes seules, vulnérables, retrouvées dans des conditions particulières, sans mobile clair. Les dossiers ne sont pas encore fusionnés, mais une tension monte. Et autour de Robert, les choses évoluent aussi. Un collègue du Rocola Café parle de son comportement de plus en plus fermé. Un voisin affirme l'avoir vu sortir tard, tous les soirs, sans but apparent. Certains commencent à lui trouver un regard différent, moins flatteur, moins normal. Mais rien de concret, rien de suffisant pour le désigner. Pas encore. Dans l'esprit de Robert, cette pression reste loin de la peur. Il ne se sent pas traqué, pas surveillé. Mais pour la première fois, il sait qu'on commence à chercher quelqu'un, quelque part. Qu'on commence à comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand qui se dessine. Et dans cette ombre grandissante, lui ne s'arrête pas. Il s'adapte. Néanmoins, à ce stade, rien ne semble pouvoir arrêter Robert. Mais un événement inattendu allait venir tout chambouler. Nous sommes maintenant en janvier 1994. L'hiver est installé sur Greensboro. L'air est sec et les rues se vident plus tôt chaque soir. Dans cette atmosphère froide, presque figée, Robert continue ses allers-retours habituels à bord de sa Pontiac. Ses trajets n'ont pas changé, mais son regard, lui, s'est durci. Les gestes ne sont plus les mêmes, moins lents, moins posés, comme si quelque chose dans l'équilibre avait cédé. Ce soir-là, il s'arrête à la hauteur d'une femme qu'il n'a jamais vue avant et dont le nom n'a jamais été révélé. Elle se tient près d'un parking mal éclairé. La conversation est rapide, hésitante, presque floue. Il ouvre la portière, elle monte. Pas de mots de trop, pas de plan clair, juste une pulsion. La voiture s'éloigne des quartiers habités pour plonger vers une zone reculée, près d'un pont au bord de Youngs Mill Road. Rien ne semble vraiment prévu. L'ambiance est instable. Quelque chose ne colle pas. Ce qui se passe à ce moment-là ne sera jamais entièrement expliqué. Mais ce qui est certain, c'est que l'affaire ne suivra pas le même scénario que les précédentes. Le geste est brutal, désordonné, comme arraché à la logique qui guidait jusqu'ici ses actes. La femme est frappée, laissée au sol dans un fossé au bord de l'eau. Robert pense avoir fini. Il remonte dans sa voiture et s'éloigne sans un mot. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de commettre une erreur fondamentale. La victime, laissée pour morte, ne bouge pas au départ, puis, lentement, son corps commence à répondre. Elle rouvre les yeux, rampe, s'agrippe aux pentes glissantes du terrain. Ses mains glissent sur les pierres humides, ses jambes flanchent, mais elle monte, mètre après mètre. Elle s'extrait de l'endroit où elle avait été jetée. L'horizon est vide, rien en vue. Elle marche en titubant le long de la route. Ses vêtements sont déchirés, son visage marqué par les coups. Mais elle avance. Après de longues minutes à errer, les phares d'une voiture approchent. C'est une patrouille de police. La voiture freine en voyant la jeune femme en détresse. Le policier descend, s'approche. Elle tremble, parle par bout. Rien n'est très clair. Le policier en comprend assez pour savoir qu'il doit agir. La femme est prise en charge et emmenée au poste. Elle décrit alors ce qu'elle peut. Elle décrit un homme
Un regard, une voiture foncée qui fait beaucoup de bruit. Elle décrit le lieu. Les premières infos sont fragmentaires, mais suffisantes pour déclencher une réaction. Le lendemain, la police rend l'affaire publique. Une femme a été attaquée. Elle a survécu. Elle a décrit son agresseur. Le portrait robot est en cours de construction. Pour l'instant, aucun nom n'est publié, mais en interne, quelque chose commence à bouger, enfin. Nous sommes début 1994. Le portrait robot établi grâce au témoignage de la dernière victime survivante est enfin diffusé en interne. Une illustration sommaire, mais précise. Le regard fixe, la structure du visage, la forme de la mâchoire. Rien de parfait, mais assez pour déclencher une série de vérifications. Au commissariat, les enquêteurs composent une planche de photos. Une dizaine d'hommes, tous issus de bases de données judiciaires. Parmi eux, une image insérée presque par automatisme, celle de Robert Alston. Non pas parce qu'il avait été formellement impliqué, mais parce qu'il avait été interrogé à plusieurs reprises quelques années auparavant. Son nom était apparu en marge de plusieurs rapports, jamais avec insistance, mais toujours lié à la même observation, la proximité entre son domicile et certaines scènes de crime. À l'époque, aucun élément concret ne permettait de l'inquiéter. Aucune preuve, aucun témoin, aucun mobile. Le nom avait été noté puis oublié, mais la photo était restée dans le système. Elle avait été ajoutée à la planche pour faire le nombre. Quand la victime entre dans la salle, elle s'assoit, observe, et au bout de quelques minutes, désigne une image. Une seule. Son doigt s'arrête sur le visage de Robert. Elle n'hésite pas, son regard s'assombrit. Pour elle, c'est lui. L'homme qui l'a attaquée, laissée pour morte. Les enquêteurs prennent la déclaration, officialisent l'identification et lancent une procédure pour l'interpellation. Mais à ce stade, il ne s'agit que d'une agression. Ils ignorent tout de ce qui se cache derrière ce nom. Le 28 janvier 1994, en fin de journée, Robert Alston est interpellé à la sortie du Rocola Café. L'arrestation est calme. Il n'y a aucune résistance. Robert se laisse mettre en garde à vue, sans une objection. Il est conduit au commissariat et installé dans une salle d'interrogatoire. Les premières heures sont froides, mécaniques. Les questions portent exclusivement sur l'affaire récente, la femme retrouvée au bord de Youngs Mill Road. Lui ne dit rien, puis peu à peu, il commence à parler. Des détails d'apparence banale, mais précises. Le lieu, l'heure, le véhicule. Et très vite, ce que les enquêteurs entendent ne correspond plus seulement à une agression. Son ton ne tremble pas, sa voix est posée. Il ne justifie rien, ne nie rien. Puis, sans être relancé, Robert prononce un nom. Pas celui de la victime récente, mais celui de Lois Williams. Il déclare l'avoir tuée. L'aveu tombe sans annonce, sans stratégie, comme un fait. Une vérité dite par fonction, pas par remords. Les agents chargés de l'interrogatoire restent un instant sans voix. Personne ne lui a parlé d'elle. Aucun dossier n'a encore été ouvert dans cette salle. Et pourtant, il déroule des éléments précis. Le lieu, la période, le cimetière, l'étranglement. Il ne fournit pas d'explication. Il ne dit pas pourquoi. Il dit qu'il l'a fait et qu'il sait que c'était mal. À partir de ce moment, les enquêteurs comprennent que l'homme qu'ils ont devant eux n'est pas un agresseur parmi d'autres. C'est peut-être lui, l'auteur des crimes non résolus qui paralysent les faubourgs de Greensboro depuis 3 ans. La surface du mystère commence à se fondre. Après les premiers aveux de Robert en janvier 1994, l'appareil judiciaire s'active immédiatement. La justice ne connaît encore que l'histoire de Lois Williams, mais cet aveu spontané suffit pour l'inculper formellement d'homicide volontaire. L'acte d'accusation est déposé au début du mois de février et le dossier est transféré au parquet du comté de Guilford. L'enquête, elle, continue en parallèle. Les détectives replongent dans les dossiers non résolus, recroisent les dates, les lieux, les méthodes. Et partout, une même constante apparaît, la présence de Robert Alston à proximité et une signature dans le choix des victimes. Mais Robert ne dit rien de plus. Après son premier aveu, il se ferme complètement. Le procès pour le meurtre de Lois Williams s'ouvre le 18 avril 1994. Dans le box des accusés,
Robert reste impassible. Son attitude déstabilise. Il ne nie pas, ne supplie pas, il plaide coupable. Aucune explication, aucun geste de repentance. Le juge prononce une peine de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La famille de Lewis Williams est présente dans la salle. La sœur, qui avait parlé à la télévision, est là aussi, les poings serrés. Lorsqu'on lui demande s'il a quelque chose à déclarer, Robert dit simplement « J'ai fait la paix avec Dieu ». Et rien de plus. Après ce premier verdict, il retourne en prison. Pendant 2 ans, rien ne bouge. Il ne parle pas. Les autorités le considèrent comme un suspect dans d'autres affaires, mais il nie tout en bloc. Puis, en 1996, sans préavis, il reprend l'initiative. Il contacte le bureau du procureur du comté de Guilford et demande à être entendu. Lors de cet entretien, il avouera le meurtre de Joanne Robinson, sa première victime, en avril 1991. Une fois encore, il donne des détails précis. L'endroit, la scène, l'approche, l'étranglement. Il ne cherche pas d'excuses. Il ne parle pas de maladie, ni de démons. Il ne donne rien qui pourrait servir d'explication. Il dit juste « Je l'ai fait ». Le 19 août 1996, le tribunal le déclare coupable et lui ajoute une nouvelle peine de prison à vie. 2 condamnations, 2 aveux, et un mur qui semble enfin tomber. Dans les mois qui suivent, Robert Alston avouera également les meurtres de Sharon Martin, puis de Shameka Warren. Pour chacune de ces affaires, le même rythme. Une déclaration sobre, une confirmation des faits, et aucune émotion. Lorsqu'il est interrogé sur les motivations, il ne donne rien. Lorsqu'on lui demande s'il existe d'autres victimes, il nie. Au final, Robert Alston sera condamné à 4 peines de réclusion à perpétuité consécutive, auxquelles s'ajoutent 40 années supplémentaires. Il accepte sa destinée sans résistance, comme s'il avait déjà compris que sa place était là, dans l'ombre d'une cellule, seul avec ses secrets. Quelque temps plus tard, la police tentera de lui attribuer 2 nouvelles victimes, mais par manque de preuves, aucune poursuite ne sera engagée. Voici donc la terrifiante histoire de Robert Alston. Un homme au visage commun qui travaillait comme plongeur, qui conduisait une vie sans vagues, sans excès, mais qui, dans l'ombre, chassait. Entre 1991 et 1993, au moins 4 femmes ont été tuées par sa main. 4 destins brisés, des familles anéanties, et personne ne l'a remarqué. Personne n'a lié les scènes de crime à cet homme calme qui vivait juste à côté d'eux. Il a commis ses actes sans remords, puis les a reconnus, un par un. Non par culpabilité, mais par nécessité, comme un homme qui prend acte de ce qu'il est. À la sortie de cette vidéo, Robert Alston est toujours incarcéré à la Columbus Correctional Institution de Brunswick, en Caroline du Nord. Il ne demande pas le pardon, il ne réclame rien, et pourtant il reste le seul à détenir la vérité complète. Certaines familles n'ont jamais obtenu de réponse, parce que lui ne parle que quand il le décide, comme s'il voulait garder une part de contrôle, une part de pouvoir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux aussi cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi froides, vertigineuses et réelles. Des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.